c'est pour cette journée d'échange que nous avons intitulée sur le thème quel rôle la diaspora africaine peut elle jouer dans l'émergence de l'Afrique. Ce qui a motivé en fait le choix de ce thème tient à ce que l'Afrique aujourd'hui, de la vie de tous les experts, est le continent où la croissance est la plus forte actuellement sur la place mondiale et est le continent qui a une grande marge de manière infantile de performance. D'où on essaie de se demander, nous qui sommes dans la diaspora, quel est l'apport que nous pouvons effectuer pour ne pas rester en dehors du système et pouvoir être véritablement acteurs de ce décollage-là. Pour cela, nous avons invité trois illustres aînés. Et M. Dominique Maillet, qui va se présenter plus amplement tout à l'heure, qui est actuellement le responsable de Made in Africa. Il va nous parler de sa structure, il va nous parler aussi des différents projets qu'ils ont et des partenariats que nous pouvons nouer, nous, en tant qu'étudiants et en tant que membres de la diaspora par rapport à son association. Nous avons la présence de M. Jérôme Montenana, qui nous vient tout droit d'Allemagne et nous allons essayer tout à l'heure d'être très attentifs à son message, qui nous parlera aussi, n'est-ce pas, du réseau qu'il essaye de mettre en place par rapport toujours à un apport de la diaspora pour les messages de l'Afrique. Et enfin, nous avons notre aîné, Kader Gaoné, qui nous vient, qui nous vient de Paris. Et il va nous parler de son activité aussi qu'il a en train de rapidement, le fond de la pensée vient d'un parcours particulier. J'ai beaucoup fréquenté les immigrés des quartiers dits sensibles. On parlait toujours d'immigrés d'ailleurs sur mon territoire. J'ai beaucoup fréquenté l'Afrique profonde, le jeune qui part de la brousse et qui fait 10 km tous les jours en tongs pour aller à l'école, 80 gamins dans la classe. J'ai commencé par ça. Et progressivement, je me suis rapproché de l'enseignement supérieur, où j'ai découvert une autre Afrique à travers les étudiants ou les enseignants de la diaspora. J'ai beaucoup fréquenté les humanitaires également, parce que moi-même j'avais envie d'aider et beaucoup de structures associatives font de l'humanitaire vers l'Afrique. J'ai beaucoup fréquenté les entreprises. Ancien inspecteur du travail, j'ai vu la relation travail et comment produisait l'entreprise et pour qui et comment. Et c'est en faisant converger un peu toutes ces expériences avec des amis africains, parce que c'est eux qui m'ont toujours inspiré, on a créé Made in Africa Normandie. Normandie, c'est notre socle. On veut que la Normandie soit exemplaire. Et Made in Africa, c'est vrai, tant qu'on achète Made in Chinois, Made in China, la Chine prend la matière première en Afrique et qu'on ne se pose pas de questions, moi je dis commençons à nous poser des questions. Donc il faut développer le Made in Africa. Donc c'est bien de faire des écoles, c'est bien de faire des puits, c'est bien de faire des dispensaires, mais tant qu'il n'y a pas la ressource fiscale en Afrique pour prendre le relais de ce que l'on fait de façon précaire à titre humanitaire, jusqu'où va-t-on? Notre système économique en Europe a démarré par l'économie. Révolution française, les droits de l'homme, la liberté d'entreprendre. On a commencé par l'économie et progressivement on a fait émerger le social. Si vous reprenez, je ne partirai pas du paléolithique, du néolithique, etc. Mais bon, on est arrivé à il faut d'abord produire la richesse pour la répartir et si possible ne pas oublier le social et le service public. En Afrique, à faire de l'humanitaire sans trop se développer en même temps l'économie, des humanitaires ici même ont dit rendons le pouvoir à l'Afrique. Ils se sont dit est-ce qu'on n'est pas dans l'impasse? Dès qu'on a le dos tourné, qu'est-ce qui se passe? Quand on a le dos tourné, peut-être que l'école a voué à fermer, parce que le gouvernement n'a plus les moyens de mettre instituteurs, ou on n'aura pas les moyens d'entretenir le barrage, ou etc. Donc Made in Africa, c'est clair. Notre volonté, c'est de dire on a très peu d'immigrés, on a beaucoup de diaspora, parce que jusqu'à présent, on me parlait de diaspora chinoise, libanaise, etc. Très peu de diaspora africaine. On me parlait que d'immigrés. Alors moi qui travaillais à la préfecture, etc., dans les quartiers, ah oui, le problème de l'intégration des immigrés. Moi qui rencontrais de plus en plus d'enfants de la diaspora, qui n'arrêtaient pas de me dire mais pourquoi vous me renvoyez à mon pays d'origine? Je suis français comme vous, monsieur Maillot. Ah, je dis oui, mais vous êtes un français pas comme les autres, je suis intéressé par votre parcours. Mais souvent, certains très révoltés en disant j'en ai marre que vous me renvoyiez toujours à mes racines. Considérez-moi comme un égal. Donc c'est vrai que tout ça m'a beaucoup remué et on a considéré qu'il y avait un vrai challenge et une vraie chance pour l'Afrique. Non seulement l'Afrique a 30% des ressources naturelles, que beaucoup siphonnent, vous êtes au courant, beaucoup siphonnent, sans trop s'occuper
du retour sur investissement pour le peuple africain. Beaucoup siphonnent. Donc il y a toute la ressource. Nous, pays développés, on a toujours essayé colonisation, exploitation économique. Aujourd'hui, je ne sais pas où on en est. On a toujours essayé de vous plaquer notre modèle. Mais c'est évident que notre modèle, vous êtes au courant, on ne sait pas où il va. Quand on aura suffisamment pollué pour que les océans montent de je ne sais pas combien de mètres, quand on aura suffisamment pollué. Avec les pays émergents qui disent nous aussi on a le droit de polluer. Et je dis pourquoi pas. On a tellement pollué pour se développer, pourquoi dire aux autres, pendant que vous développez, vous polluez. Bon. Voilà, notre système, dans la mesure où il est copié, y compris dans les pays émergents, notre système, on voit bien au niveau du maintien de la planète en vie et de notre relation à la nature, a plus d'avenir. Si on voit aussi la planète financière, vous voyez ce que c'est que l'endettement, la bulle financière, où en fait on s'éloigne de plus en plus de l'économie réelle et on fabrique de l'argent pour faire tourner le maximum de ressources. Vous voyez bien que cette bulle régulièrement éclate. Il y a des super endettements à tous les niveaux, le ménage, l'entreprise, l'État, tout le monde. Donc on fabrique. Et on voit bien que ce système ne peut pas durer éternellement. Je pense qu'on a un peu entraîné l'Afrique. Vous prêtez de l'argent, vous nous le rendez, puis vous nous achetez nos produits. On a entraîné l'Afrique dans ce système, qui était un bon modèle à un moment où il faut améliorer notre confort matériel. Et je crois qu'il devient un mauvais modèle si on dit la vie, ça doit être durable, et pensons à nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Donc nous avons aussi ce problème également avec les matières premières. Plus on est nombreux à se développer, plus on est nombreux à fabriquer, plus les matières premières s'épuisent. Alors on peut effectivement aller chercher le plus loin possible des matières premières, mais il est évident qu'on va progressivement vers une crise des matières premières. Elles seront de plus en plus chères, difficiles à exploiter, et qui, les premiers pourront se les payer? Les pays en avance. Donc aussi, nous avons aussi une logique de relation à la nature. Jadis, on avait une relation saine où la nature nous donnait, on lui rendait, mais aujourd'hui, on n'a plus une relation équilibrée. On prend la nature, et la nature, on l'épuise. Donc aussi, le problème de comment on fait pour faire du développement durable, c'est-à-dire ce que juge, je le remets au maximum, quitte avec une légère transformation, on voit bien que de ce côté-là, ça ne va pas. Aussi d'autres crises que je vis là, en tant que responsable de mon territoire, de ma société, de ma famille, c'est la crise intergénérationnelle. Quand je vais en Afrique, c'est vrai qu'on peut dire que l'Afrique n'a que des défauts. Moi, je trouve que l'Afrique a autant de qualités que nous. Il y a des défauts partout. Mais quand je vois la solidarité territoriale, quand je vois le respect des anciens, quand je vois quand l'un boite, c'est l'autre qui va le tenir, au niveau des générations, je me dis, quel exemple? Chez nous, on est de plus en plus enfermés sur nous-mêmes. On se demande, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'on les aide? C'est leur faute, ils sont dans le caca. Donc, plus de relation intergénérationnelle. Donc, on fait des grands trucs, droits des femmes, droits des anciens, on fait des grands trucs. Mais au niveau de la vie réelle, telle que la société nous pousse, on est condamné au repliement sur soi. Donc ça aussi, je crois que ce n'est pas un avenir durable, et on n'est plus un exemple. La spiritualité, une question très difficile à aborder, parce que beaucoup disent, c'est pas de la culture. C'est évident que la religion fait partie intégrante de la culture. Alors plus peut-être on est dans un pays ou dans une communauté pauvre, plus la religion prend d'importance. C'est Dieu qui l'a voulu. Donc l'avortement, on n'avait pas les moyens de se battre. C'est Dieu qui l'a voulu. Donc aussi, la spiritualité est un vrai problème. Je vous parle après des drogues. Vous voyez, notre société qui veut vivre dans un confort matériel maximum, elle se drogue de plus en plus. On pourrait parler des drogues illicites, mais on pourrait parler des drogues licites. Donc vous voyez bien que notre société, quelque part, on ne sait pas où elle va. Le virage va être extrêmement difficile. Et joli, si vous lisez Jeremy Rifkin, qui dit « Sautons la deuxième révolution industrielle, passons à la troisième, basée sur la coopération, basée sur le développement durable, basée sur l'énergie renouvelable, basée, etc. » Vous dites « L'Afrique a peut-être une vocation à passer devant un modèle qui, manifestement, commence à être éculé, va continuer à profiter à une élite de plus en plus rare, et regardez les inégalités, comment elles se creusent, non seulement sur un petit territoire, mais au niveau nord-sud, comment elle se creuse. Donc je pense que là, il faut exploiter cette opportunité pour l'Afrique, peut-être, de nous donner l'exemple. C'est quoi un nouveau modèle économique? Et nous, on pourra, en Normandie, acheter de plus en plus à l'Afrique, qui peut-être nous enverra des choses en nous s'approvisionnant chez nous. Et donc faisons un commerce, un échange gagnant-gagnant, et c'est évident que nous, on gagnera peut-être en qualité de vie sociale,
Et vous gagnerez certainement qualité de vie économique. Voilà, j'ai résumé. Merci déjà pour l'invitation. Et avant de me présenter, je tiens d'abord à rendre un vibrant hommage à ces cadets parce que généralement, organiser un tel événement n'est pas toujours facile parce que de toutes les façons, je suis passé par là et j'étais également si actif. Et j'en profite également pour dire à ceux qui sont dans la salle, qui sont non africains mais les amis de l'Afrique, que c'est vraiment, en fait, je tiens également à vous remercier parce que c'est un acte vraiment qui généralement encourage et qui motive généralement les jeunes à aller de l'avant. Parce que je crois que quand on est étudiant, c'est la période, n'est-ce pas, la plus importante, la plus heureuse de sa vie. C'est la période pendant laquelle on peut tout se permettre. On peut rigoler, on peut faire ci, on peut faire ça, on peut se permettre de rêver. Et dans la vie active, disons-le comme ça, entre guillemets, généralement les réalités sont autres. Et à ce moment, on commence à faire abstraction de certaines choses. Donc si on n'a pas eu le temps de rêver, donc quand on est dans la vie active, finalement, on est là, et puis on ne sait même pas où on va. Donc c'est ce que je tenais d'abord à vous dire. Et avant de parler de Casanet, je voulais un peu rebondir sur la notion de... on m'a demandé de me présenter, ce qui n'est toujours pas évident. Généralement, je dis toujours que je suis Jérôme Montenana, citoyen séquent, à la fois ici et là-bas. Là-bas, c'est le Cameroun, là-bas, c'est l'Afrique, et ici, c'est l'Occident. Je suis ingénieur automaticien de formation, mais la vie a voulu que je me retrouve dans le domaine du génie logiciel, et plus pratiquement dans le module finance. Je travaille chez SAP à Val d'Or depuis 13 ans. J'ai d'abord travaillé 2 ans à la Deutsche Bank. Et mes activités, disons que non professionnelles, sont tellement immenses. Et bon, je reviendrai peut-être dessus quand je vais présenter voilà, j'hésite même. J'allais parler d'abord de Casanet. Bon, voilà, effectivement, c'est Casanet. Bon, je voulais donc revenir à peu près sur la définition de la diaspora. Parce que là également aussi, dû à la pluridisciplinarité, j'ai également flirté avec la sociologie de développement. La totalité des participants aujourd'hui fait partie de cette classe, la diaspora scientifique et technique. Mais jusqu'aujourd'hui, j'ai comme si l'impression que son impact dans le développement de l'Afrique n'est pas si palpable. Pourquoi? Parce que quand je la compare à la diaspora laborieuse, généralement, l'entité de la diaspora laborieuse essaye toujours, dans la plupart des cas, de renvoyer dans le pays d'origine, généralement entre 40 et 60% de ses avoirs. Contrairement à la diaspora scientifique et technique, on pourrait même qualifier de diaspora élitiste, qui, en principe, a plus de moyens que ces diasporas laborieuses, mais qui a d'autres soucis. Le bien-être dans le pays d'accueil, avoir une grosse voiture, aller en vacances, avoir ci, avoir ça, et en fin de compte, il n'y a plus rien pour faire un petit tour chez Western Union ou bien chez MoneyGram. Donc, ce qui est tout à fait naturel et humain, parce que tu ne vas pas avoir un collègue avec qui tu travailles dans la même boîte, et bon, qui est mieux logé, ainsi de suite, et toi tu vis peut-être dans un taudis. Donc on essaye de comprendre pourquoi son impact, au point de vue financier, n'est pas aussi palpable que l'impact de la diaspora laborieuse. Il y a également la diaspora victime, ce qu'on appellerait, j'ai évité le terme réfugié politique et tout, parce que bon, c'est vrai que parfois ce n'est pas toujours le cas, mais j'ai tenu à la dénommer diaspora victime, donc ceux qui sont pourchassés dans leur pays d'origine pour des raisons politiques et qui, une fois hors de ces pays d'origine, œuvrent également de leur manière pour l'émancipation politique, pour l'avancée de la démocratie. Encore faudrait-il qu'on s'entende sur ce qu'on entend par démocratie. Parce que bon, je me pose généralement la question de savoir si les pays dans lesquels il y a encore la peine de mort sont aussi plus démocratiques que les pays dans lesquels il n'y a pas la peine de mort. Donc c'est également un thème sur lequel il faudrait encore s'entendre. Et il y a donc également la diaspora douloureuse, justement celle des Caraïbes, des Barbades, ainsi de suite, c'est-à-dire que les Africains qui ont été contre leur gré, qui ont été déportés vers les Amériques, les Barbades, ainsi de suite. Est-ce qu'elle peut entièrement contribuer, ou bien peut-elle contribuer à l'émancipation de l'Afrique? Je crois également oui. Mais j'ai été quelque part choqué par la définition que donne l'Union africaine en ce qui concerne, en fait, par rapport à ce qu'elle entend par diaspora. Parce que bon, là, elle est un peu égoïste parce que bon, elle dit que ça fait partie de ceux des Africains qui sont hors du territoire et qui peuvent, bon, c'est pas seulement ce qui a été dit, mais généralement,
on s'approche parfois sur certaines choses qui ne... Bref, avec lesquelles on n'est pas d'accord. Pour, comment dirait-on, contribuer à l'émancipation et au développement de l'Union africaine. Mais quand on essaye de voir cette Union africaine, qu'a-t-elle déjà fait de positif? Réellement, qu'a-t-elle déjà fait de palpable? Quand Kadhafi avait été pourchassé, ils n'ont pas pu s'entendre, ils n'ont pas pu parler d'une seule voix. Quand Gbagbo a été bombardé, quand Gbagbo a été pourchassé sous les bombes de Sarkozy, elle n'a pas pu parler d'une même voix. Donc, il y a autant, bref, de toutes les façons, laissons les vieux aux vieux, les jeunes aux jeunes. Comme disait, vous allez m'excuser pour son nom, peut-être ça reviendra, que chaque génération a sa mission. France Fanon, merci. Elle la découvre, elle assume ou elle la trahit. Est-ce que nous allons trahir notre génération? La question est ouverte. Donc voilà, grosso modo ce que je voulais un peu dire sur la diaspora. Bien. Et maintenant, en ce qui concerne Casanet, en fait, c'est le réseau des associations des compétences en fait camerounaises de la diaspora, qui est parti d'un constat tout à fait banal par rapport à la typologie et la description de la diaspora que je viens de donner tout à l'heure. Et donc, il y a eu certains étudiants à l'époque à Genève qui se sont dit, mais attendons un peu, est-ce que nous ne pouvons pas nous permettre de rêver, de nous représenter, comme l'a fait monsieur, excusez-moi, je vais chercher votre nom. Voilà, tout à l'heure, où il a dit qu'il faudrait que l'Afrique essaie de réinventer un autre développement, un autre modèle de développement. Est-ce que les jeunes ne peuvent pas se représenter, s'imaginer, essayer d'inventer un autre Cameroun dans lequel il ferait bon vivre, un autre Cameroun, pas seulement dans lequel on va chanter du jour au soir, qui a eu une croissance à 2 chiffres, et que la ménagère ne sent pas cette croissance dans son panier. À quoi c'est une telle croissance? Est-ce une croissance faite pour payer, pour rembourser les dettes auprès du FMI? Cette croissance, nous ne la voulons pas. Nous voulons une croissance effective, une croissance qui prône le développement humain, une croissance que la ménagère retrouve dans son panier, et non une croissance pour payer les dettes qui ont été, comment dirait-on, concédées pour faire quoi, on ne sait pas. Donc voilà, grosso modo, encore un autre problème. Quand on parle généralement de la croissance, du développement, est-ce la course au rattrapage? Et si c'était même la course au rattrapage, il faut rattraper les pays développés. On les rattrape. Pourquoi? On sait qu'ils vont où? Déjà, vous vous posez la question de savoir si le modèle de développement qu'ils ont est le meilleur. Et maintenant qu'il faille les rattraper, ne sachant même pas où ils vont. Donc, voilà encore une raison en plus pour se poser la question de savoir est-ce que nous ne pouvons pas réinventer notre modèle de développement. Il y a de cela quelques années, beaucoup d'agrégés occidentaux en sciences économiques se disaient que le communisme était incompatible avec le développement, avec cette course au rattrapage. Mais la Chine aujourd'hui a prouvé le contraire. La Chine a prouvé le contraire. Donc cela voudrait dire que quoi? Généralement, en comprenant, en inventant son modèle naturellement, en ne demeurant pas dans un vase clos, et en mettant l'homme au devant, je crois qu'il est toujours possible de réinventer autre chose. Il y a de cela une vingtaine d'années, les portables tactiles n'existaient pas, on ne pouvait même pas se représenter. Peut-être un enfant qui a vu cette vision, son professeur d'information lui a demandé de foutre le camp, peut-être qu'il lui a donné un 0 sur 20, mais aujourd'hui c'est une réalité et on est déjà en train de passer à autre chose. Je crois que notre modèle de développement est envisageable. Je crois que surtout, nous qui flottons avec ce que nous avons eu dans nos pays d'origine et ce que nous voyons ici, en faisant une espèce de design thinking, je crois qu'on est en mesure, avec cette richesse que nous avons obtenue des deux côtés, de mettre sur pied quelque chose de formidable. Mais le problème, c'est qu'il faut, généralement, il faut croire en soi. Ça, c'est, comme je dis, c'est le plus important. Et accepter parfois de faire des sacrifices. Parce que, comme on dit souvent,